Je suis désolée, mon chien ronfle. Peut-être vous l'entendrez dans la vidéo, la pauvre bête a vraiment une vie de chien, elle est épuisée. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous parler des grands méchants glucides. Est-ce qu'il faut ou pas en consommer? C'est vraiment le grand débat. Ce qui se passe, c'est qu'on entend souvent dire qu'ils sont essentiels pour l'énergie. Mais est-ce que vous savez que le corps peut très bien fonctionner sans apport en glucides? Et ce qui se passe, c'est que certaines d'entre nous perdent plus facilement du poids en les réduisant. Et surtout en période de périménopause, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer par cette croyance bien ancrée qui dit que nous avons absolument besoin de glucides pour avoir de l'énergie. Et ça, c'est vraiment un faux ami. Parce que, oui, les glucides vont donner un coup de fouet, si on veut, mais qui est très temporaire. Et le problème, c'est que justement, c'est temporaire et que derrière, en général, il y a un coup de mou, il y a l'effet complètement inverse. Donc vous pouvez vite rentrer dans des montagnes russes où je mange des glucides, j'ai un coup de fouet, j'ai un coup de mou, donc je remange des glucides, donc j'ai un coup de fouet, etc. Ça, c'est hyper nocif, surtout en termes de poids, mais pas que, parce que ça va aussi entraîner des mouvements d'humeur, des mouvements de fatigue, des baisses de productivité. Vous allez vraiment être sur des montagnes russes. Et au-delà de ça, il faut se poser la question, est-ce que les glucides sont vraiment nécessaires à notre survie? Eh bien en fait non. Si vous prenez les Inuits, par exemple, ils ont traditionnellement vécu avec un régime qui était très très pauvre en glucides. Et en réalité, ils avaient même un régime alimentaire qui était très très riche en graisse. Et le corps sait fabriquer l'énergie dont il a besoin à partir du gras. Mais heureusement, il n'y a pas que les Inuits qui savent faire ça, ce mécanisme, on l'a tout en nous. Mais cette croyance-là, justement, qu'on a besoin de glucides pour avoir de l'énergie, c'est typiquement une croyance, par exemple, qui peut vous empêcher de tester le jeûne intermittent. Parce que vous avez peur, justement, d'avoir une faiblesse, de tourner de l'œil, d'avoir faim. Et puis aussi souvent parce qu'on vous a rabâché qu'il fallait pas sauter de repas, blablabla. Ça, c'est dans le rapport à l'alimentation. Vous pouvez voir mes précédentes vidéos si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle du rapport à l'alimentation. Et moi, dans mon accompagnement, je rencontre beaucoup de femmes qui ont peur de pratiquer le jeûne intermittent ou qui ont peur d'allonger la durée entre chaque repas. Et ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que quand on parle d'énergie, il n'y a pas que les glucides qui peuvent fournir de l'énergie au corps, heureusement. Notre corps, il est plus malin que ça, en fait. Il a établi des stratégies pour pouvoir fabriquer de l'énergie à partir des graisses et même à partir des protéines, si justement, il n'y a pas de glucides dans l'alimentation. C'est un processus qui s'appelle la néoglucogénèse. Et en fait, le corps, littéralement, il va aller fabriquer du glucose à partir du gras ou à partir des protéines. Alors à partir des protéines, on préfère éviter, parce qu'en général, ça veut dire qu'il va chercher la protéine du muscle, et donc on va avoir une perte musculaire. C'est ce qui se passe quand vous faites un régime hyper drastique, hein. Vous perdez du poids, mais en général, vous perdez beaucoup de masse musculaire. Mais en tout cas, ce système de la néoglucogénèse, c'est un système qui est hyper efficace, et qui vous permet d'avoir une énergie qui est beaucoup plus stable que celle qui est apportée directement par les glucides. En fait, il vous suffit d'imaginer simplement que votre corps, c'est une machine qui peut utiliser plusieurs types de carburants. Et quand l'essence classique, c'est-à-dire les glucides, n'est pas disponible, eh ben, il peut passer automatiquement sur le carburant de secours, les graisses et les protéines. Et ça continue de fonctionner, même en mode endurance. En fait, c'est comme un véhicule hybride. Et donc la néoglucogénèse, c'est ce processus qui nous permet de survivre, même en cas de pénurie de glucides. Et donc c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas strictement indispensables. Ils peuvent être un outil d'énergie rapide, notamment dans le sport par exemple. Mais ça n'est pas la seule source d'énergie. Et en fait, heureusement que ce mécanisme existe, hein, parce que c'est ce qui a permis à nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs et qui n'avaient pas l'abondance alimentaire de survivre. En fait, l'homme, avec un grand H, il est programmé pour la disette, parce que c'était le mode de fonctionnement principal jusqu'à une centaine d'années. L'abondance alimentaire qu'on connaît actuellement est quand même relativement récente. Et c'est bien le problème, c'est qu'en fait, nous, on est fait pour stocker. On n'est pas fait pour gérer de l'abondance. Et donc, la néoglucogénèse, ça introduit ce concept de flexibilité métabolique. Avoir une bonne flexibilité métabolique, ça veut dire que votre corps, il peut facilement passer d'une source d'énergie à une autre. Il peut facilement passer de l'essence à l'énergie électrique. Il peut facilement passer des glucides aux lipides ou aux protéines. Parce qu'il faut faire attention, cette flexibilité métabolique, on peut la perdre. Si votre alimentation est essentiellement composée de glucides depuis des années, voire des dizaines d'années, votre corps n'a plus l'habitude d'aller chercher l'énergie ailleurs. Et donc là, oui, ne tentez pas un jeûne dans ces cas-là, parce que oui, vous pourrez peut-être tourner de l'œil, parce que votre corps, il ne saura plus comment on fait pour aller chercher les graisses ou les protéines. Donc il faut y aller progressivement, toujours, ne jamais brusquer son corps. Et c'est cette capacité d'adaptation qui est cruciale dans la gestion du poids et dont on va se servir dans la perte de poids ou pour retrouver un poids d'équilibre. Et c'est d'autant plus vrai en périménopause parce qu'en périménopause, on perd de cette flexibilité métabolique.
Et quand on perd cette flexibilité métabolique, ça devient plus difficile de brûler les graisses. Et c'est là que la gestion des apports en glucides va prendre d'autant plus d'importance. Alors dans tout ça, est-ce qu'on mange des glucides ou est-ce qu'on n'en mange pas? Et bien forcément, comme d'habitude, la réponse n'est pas si simple. Parce que tous les corps ne réagissent pas de la même manière aux glucides. Et ça, vous l'avez déjà remarqué, il y a certaines personnes qui vont pouvoir en manger des quantités qui vont jamais grossir, et il y a d'autres personnes, à peine elles regardent un gâteau posé sur la table, elles ont pris 2 kilos. Donc cette différence, elle peut s'expliquer en partie par des facteurs génétiques, en grande partie aussi par des facteurs épigénétiques. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple d'avant, si ça fait 40 ans que vous mangez des pâtes matin, midi et soir, vous aurez une sensibilité aux glucides, vous serez probablement déjà en obésité. Et vous prendrez d'autant plus facilement du poids à chaque fois que vous mangez des glucides. Après, ça peut aussi s'expliquer par des facteurs hormonaux, notamment justement en périménopause. Mais pour en revenir à cette génétique, il y a effectivement des recherches qui montrent qu'il y a des variantes qui influencent la réponse insulinique aux glucides. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains d'entre nous sont mieux équipés pour métaboliser les glucides, tandis que d'autres vont plus facilement les stocker sous forme de graisse. Je sais, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il faudra d'autant plus ajuster vos apports en glucides. Comme on parle d'alimentation et de rapport à l'alimentation, il faut toujours parler génétique et épigénétique. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis dans tout ça, on parle souvent de résistance à l'insuline. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est, quand vous consommez des glucides, ils sont transformés en glucose et tout ça, ça part dans le sang. Et le but, c'est que dans le sang, il n'y ait pas plus de 1 g par litre de glucose. Sinon, ça entraîne beaucoup de problèmes. C'est le diabète, en fait. Donc le glucose, il doit entrer dans les cellules pour pas rester dans la circulation sanguine. Et c'est l'insuline qui va faire entrer le glucose dans les cellules. En fait, il faut imaginer l'insuline comme quelqu'un qui murmure à votre oreille. Quand vous êtes jeune, tout va bien. Même les plus petits murmures, vous allez les capter. Mais quand on vieillit, ça devient un peu comme Aimé Simone. Vous entendez beaucoup moins bien. Et là, il va falloir crier pour qu'elle comprenne. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes jeune, que votre corps est en bon état de fonctionnement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'insuline pour que le glucose entre dans la cellule. En vieillissant, si vous développez une résistance à l'insuline, il faudra beaucoup plus d'insuline pour avoir le même résultat. Et le problème dans tout ça, c'est que l'insuline, c'est aussi l'hormone du stockage. Elle va favoriser le stockage du glucose excédentaire sous forme de gras dans les adipocytes. Donc plus vous fabriquez d'insuline, plus vous donnez l'ordre de stocker. Et en plus, c'est un stockage qui se fait le plus souvent au niveau de l'abdomen. Donc vous prenez du ventre, vous prenez de la graisse viscérale qui est, je le rappelle, pas bonne pour la santé. Et il faut faire attention parce qu'en périménopause, cette résistance à l'insuline, elle est souvent augmentée. Ce qui explique d'ailleurs que bien souvent, les femmes prennent du ventre au moment de la ménopause. Et donc on a vu que toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière aux glucides, et que tout ça, ça va aussi être perturbé au moment de la périménopause. Donc il y a des femmes qui pourront garder un apport modéré en glucides sans problème. Il y en a d'autres, il va falloir quasiment complètement les éliminer pour réussir à perdre du poids. C'est comme ça. Et d'ailleurs, chez ces femmes-là, la notion de charge glycémique sera vraiment intéressante, et ça sera vraiment un très bon outil pour les aider à perdre du poids. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans la description. Après, il va y avoir le cas aussi des femmes qui font du sport. Et là, la notion de carb cycling, ou cyclage des glucides en français dans le texte, ça peut devenir intéressant. Donc le carb cycling, en fait, ça consiste à apporter des glucides dans l'alimentation les jours d'entraînement, et notamment autour des entraînements, c'est-à-dire soit juste avant, soit juste après. Juste avant, parce que ça va être brûlé pendant l'entraînement. Juste après, parce que vous allez vous en servir pour reconstituer les réserves de glycogène musculaire et hépatique qui auront été utilisées pendant l'entraînement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les glucides les jours d'entraînement pour maximiser la performance et de ne pas les utiliser les jours de repos pour favoriser la combustion des graisses. Imaginons que vous faites du sport 3 fois par semaine. Les jours où vous entraînez, vous allez consommer un peu de glucides, soit juste avant, soit juste après l'entraînement. Comme ça, soit vous les brûlez, soit vous refaites vos stocks. Donc vous l'aurez compris, la règle pour les glucides, c'est qu'il n'y a pas de règle. L'idée, c'est pas de les supprimer arbitrairement ou de les garder arbitrairement, c'est surtout de s'observer et de voir si on arrive à perdre du poids ou pas en les gardant. Si on n'arrive pas à perdre de poids malgré une alimentation équilibrée, il va falloir se poser la question. Et il va falloir tester en les diminuant petit à petit pour voir comment le corps répond. Donc si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est observer comment vous réagissez aux glucides. Notez votre énergie, notez vos sensations de faim, notez vos crashs si vous avez des coups de mou, et notez évidemment vos résultats sur la balance. Et c'est en écoutant votre corps et en adaptant votre alimentation que vous parviendrez à trouver un équilibre durable et bénéfique tant en termes de poids qu'en termes de santé.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager si ça peut intéresser quelqu'un. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.